La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4, Social. Chapitre 7. Doctrine. Selon Aldous Huxley. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Les moyens de l'information conventionnelle sont parfaitement maîtrisés par un petit nombre de responsables sélectionnés par le système oligarchique financier et politique et sont chargés de diffuser et d'inculquer des idéologies favorables à ces mafias et en leur permettant d'entretenir leur pouvoir. Les populations n'ont aucun environnement social ni institutionnel ni les facultés méthodologiques pour pouvoir s'opposer aux dictats de ces pouvoirs. Dès leur plus jeune âge, les individus sont conditionnés à la servitude, puis à l'insertion vers un instinct grégaire, sans possibilité de contestation ou de repérage. L'opinion des citoyens est parfaitement formatée, maîtrisée et contrôlée. Cependant, l'organisation d'une information indépendante peut être accessible sur de nouveaux moyens d'information. Toutefois, des moyens de pollution sont là aussi mis en service par de faux indépendants subversifs, afin de pouvoir contrôler ces nouvelles sources de savoir et de débat. Les personnes responsables, qui cherchent à informer leurs concitoyens sur les réelles dérives du fonctionnement de la société, sont rapidement accusées de racisme, fascisme, antisémitisme, négationnisme, terrorisme, xénophobie ou conspiration. Le pouvoir central oligarchique s'efforce continuellement de provoquer de l'extrémisme et de la violence afin de pouvoir réprimer les auteurs et les désigner comme fauteurs de troubles. Les factions policières et militaires sont là pour devoir écraser toute volonté de changement. Santé. La santé représente la seule valeur sûre pour chacun d'entre nous. Nous considérions, par le passé, que la maladie était due à une suite de réactions biochimiques. Il pourrait s'avérer qu'une approche biophysique ou des échanges électromagnétiques deviendrait l'essentiel de nos futurs champs d'investigation. Cette étude permettrait une meilleure compréhension du fonctionnement de l'organisme. Les organismes pourraient ainsi baigner dans un environnement leur permettant d'aller chercher les informations utiles à leur organisation globale. Des informations, de type électromagnétique, circuleraient, assurant la gestion et la coordination des fonctions métaboliques et génétiques. Les organismes émettraient et recevraient des ondes de diverses natures. La biophysique permettrait la réalisation de nouvelles méthodes de soins thérapeutiques. Des vibrations seraient enregistrées permettant d'évaluer les oscillations fastes de celles qui seraient néfastes. Il pourrait y avoir, d'abord, un enregistrement de diagnostic puis une partie de soins. Il s'agirait tout simplement de l'étude de l'aura d'une personne, c'est-à-dire de son champ global d'émission d'ondes qui entoure son corps, pour déceler ses points de faiblesse. Une empreinte ancienne d'un défaut de santé laisserait des traces détectables, influençant encore cette santé qu'il conviendrait de traiter par thérapies électromagnétiques. Cette étude de la fonctionnalité d'un corps, par ses champs électromagnétiques, laisse entrevoir une autre approche, plus cellulaire, des fonctions d'un organisme et de son fonctionnement. Les appareils de traitement électromagnétique seraient des oscillateurs à longueur d'onde multiples, à partir du concept d'oscillation cellulaire. La cellule devant alors être considérée comme un système émetteur-récepteur. Elle serait comparable à un émetteur-récepteur radiophonique. Des systèmes conducteurs de la cellule seraient en résonance avec des champs de force, externes à l'organisme lui-même. La cellule vibrerait et serait en mesure de dialoguer avec l'extérieur. Des tests, apparemment concluants, auraient été effectués sur des végétaux, des animaux et quelques humains avec une proportion positive de guérison. Une photographie des champs énergétiques enveloppant les organismes serait ainsi réalisée, par la résonance électromagnétique. La connaissance ne sera plus axée sur la matière seule.
Chaque organisme est, bien sûr, un ensemble de molécules, un ensemble de virus, un ensemble de bactéries, mais aussi un organisme qui diffuse et reçoit de l'information, à partir d'ondes électromagnétiques, émises et reçues. Ce seraient nos champs énergétiques qui pourraient ainsi être mis à contribution. Nous pourrions peut-être mieux comprendre la réalité des influences énergétiques du cosmos qui nous entoure. La pollution électromagnétique serait aussi un moyen d'étude des implications énergétiques. Atteinte. La santé pourrait être atteinte de différentes façons. Les chanterelles ou programmes d'aérosols stratosphériques consisteraient à asperger la haute atmosphère de particules extrêmement fines, avec un quadrillage méticuleux, à l'aide d'avions gros porteurs. Le ciel devient alors laiteux. Cela pourrait être pour préserver l'humanité des conséquences causées par le réchauffement climatique en constituant un bouclier chargé de réfléchir les rayons solaires, telle serait, en tout cas, la thèse avancée par les officiels en charge de ces programmes. Cela pourrait aussi servir à inoculer les populations, selon une hypothèse moins officielle. Dans quel but, là est toute la question. Des campagnes de vaccination massive pourraient être organisées de cette façon, toujours dans un but, soi-disant humanitaire. Comment la pertinence de tels projets peut-elle être contrôlée? Quels sont les risques collatéraux envisageables? Ces aspections seraient réalisées, officiellement, plus majoritairement, sur certains pays tels que les USA, le Canada, la Grande-Bretagne et la France. Mais dans les faits, le phénomène serait assez mondialisé. Ces opérations secrètes sont-elles réellement faites dans l'intérêt des populations? Les particules relevées au sol font état de traces d'aluminium, de barium, de strontium 83, de titane, etc. Ces éléments contaminent l'eau et le sol dans des proportions assez dévastatrices et irréversibles, particulièrement pour les systèmes biologiques naturels. Avec l'accumulation des doses, les dégâts deviendraient irréparables. La toxicité de l'aluminium n'est plus à démontrer, en s'accumulant dans l'eau et dans le sol avec des taux de concentration extrêmes. Cet agent chimique perturbe les métabolismes et crée des cancers à terme chez les animaux, mais aussi chez les humains. Sous l'appellation de « maîtrise de la météo », ces programmes auraient été mis en œuvre depuis 50 ans déjà. Il se serait agi au début d'une technique de restructuration du climat. Il pourrait en fait s'agir d'une vaste campagne établie par le nouvel ordre mondial, destinée à affamer des millions de personnes pour pouvoir mieux contrôler l'expansion démographique humaine. S'agirait-il d'une procédure planifiée? Un groupe de l'élite mondiale aurait-il programmé la destruction des 2/3 de l'humanité afin de mieux pouvoir assurer le contrôle d'un volume réduit de cette humanité? De nombreux signaux d'alerte le laisseraient présager. Cette élite aurait peur, selon certaines sources d'information et en raison de leur politique économique globale, d'un débordement des populations en révolte, qui risquerait de devenir alors incontrôlable. Les conséquences immédiates de ces aspections, en haute altitude, auraient déjà des effets directs. L'air deviendrait toxique, l'eau se chargeant en métaux toxiques, le serait également et les aliments seraient aussi contaminés. Ce mélange serait sans aucun doute très lourd de conséquences. Les produits chimiques ainsi déversés affecteraient aussi les forêts. D'autres atteintes à la santé seraient plus insidieuses. Une très grande partie des prescriptions médicales n'aurait aucune justification. Radio, scanner, prise de sang, prescription de médicaments, intervention chirurgicale. Il y aurait des excès qui touchent tous les domaines de la médecine, du geste le plus anodin à celui qui peut devenir le plus invasif. Énormément d'actes médicaux seraient abusifs. Comment ne plus devoir, ni pouvoir, faire confiance en la médecine ou à son médecin? Des pratiques médicales qui ne serviraient qu'à faire de l'argent. Des praticiens qui ne considéreraient les patients venant les consulter que comme des animaux, envers qui ils peuvent s'octroyer tous les droits. Des médecins ou des chirurgiens malhonnêtes ne seraient pas nombreux. Heureusement, mais ils ne seraient dénoncés par personne et en aucune façon. Cela rend donc plus difficile encore la possibilité de confiance qui puisse leur être accordée. Dans le secteur privé, par rapport à l'hôpital public, le chiffre d'affaires et le but lucratif sont primordiaux.
Cependant, le secteur public serait lui aussi soumis à la notion de rentabilité. Son mode de financement s'appelle la tarification à l'activité. À chaque acte correspondant une enveloppe financière, versée par les caisses d'assurance maladie. Donc, plus il y aurait d'actes, plus l'hôpital en serait rémunéré et par voie de conséquence, mieux rémunéré. Le praticien suivrait également cette logique. De ce fait, les effets pervers du privé auraient été mis en place dans les hôpitaux. Certaines régions, comme Paris et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, seraient tout particulièrement situées dans le rouge. Or tout cela se ferait sans analyse des résultats. La conséquence globale de tout cela, c'est que les hôpitaux augmenteraient leur chiffre d'affaires régulièrement, chaque année. L'argent deviendrait alors le seul moteur de cette logique inflationniste, au détriment, bien évidemment, des malades. Mais il y aurait aussi la peur des tribunaux. En cas d'échec de diagnostic, les praticiens auraient tendance à multiplier les actes de contrôle, afin de se couvrir d'un éventuel risque d'erreur. Cet argument n'explique pourtant pas que la pratique des césariennes par les obstétriciens aurait été doublée en 20 ans. Lesquels praticiens justifieraient leurs actes inflationnistes par le principe de précaution, sans que cette pratique puisse supprimer les risques de décès ou d'autres conséquences tout aussi désastreuses. Les chiffres seraient là pour le préciser. Il s'agirait donc surtout d'une dérive faite au détriment de l'intérêt des patients. En effet, les accouchements par césarienne présenteraient des risques très conséquents pour l'enfant. Ils seraient surtout 3 fois plus élevés pour la mère. Il y aurait aussi une stratégie de vente des médicaments, harmonisée par de grands groupes pharmaceutiques et industriels, lesquels financeraient de très grosses campagnes d'information, permettant de développer leurs campagnes commerciales qui s'ensuivent. Ces promotions massives feraient du médicament un bien de consommation incontournable et leur marketing serait parfaitement rodé. Seul, le profit serait pris en considération et en aucun cas la santé du patient, qui ne serait, de leur point de vue, qu'un consommateur. Cela expliquerait notamment l'usage particulièrement abusif des psychotropes. Il semblerait que les 2/3 des prescriptions ne seraient absolument pas justifiées. Des aberrations de prescription provoqueraient cette surconsommation, qui aurait bien évidemment des conséquences financières, mais surtout de très graves conséquences de santé publique. Les personnes qui surconsomment, à l'origine bien portantes, deviendraient progressivement réellement malades. Des associations de médicaments, non compatibles entre eux, seraient également prescrites, pouvant provoquer et provoquant de très graves pathologies, ultérieurement. À cela s'ajouterait une incompétence flagrante des médecins, submergés par une pharmacopée exagérée, ne bénéficiant d'aucune formation véritable sur les nouveautés. En faculté de médecine, les élèves ne recevraient que 2 mois de cours, en ce qui concerne les médicaments, sur leurs 6 années d'études. D'autre part, la formation médicale en continu des médecins serait financée en quasi-totalité par l'industrie pharmaceutique elle-même. Par ailleurs, les congrès et autres séminaires seraient aussi subventionnés par les industriels pharmaceutiques. Les médecins, d'autre part, auraient tous leurs frais de déplacement, pour aller y assister, entièrement pris en charge, toujours par le même système. Il y aurait encore et surtout cette attitude, de la majorité des praticiens, se considérant tout-puissants, et dont le savoir ne devrait en aucun cas être remis en cause. Il serait à l'évidence indispensable que le corps médical, constatant les abus, les dénonce afin d'assainir cette discipline nécessaire à la société humaine. En opposition, la solidarité entre médecins y serait, elle, implacable. Le code de déontologie de ce corps précise, dans son article R 4127 à 56, les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils agiraient même, selon les milieux renseignés, de méthodes identiques à celles des corporations secrètes. L'assurance maladie elle-même se considérerait sans pouvoir de contrôle, ni de l'activité, ni de la pertinence des actes du corps médical. Le corps médical n'aurait donc, de ce fait, aucun compte à rendre à qui que ce soit. Tous leurs actes resteraient obscurément secrets et secrètement gardés.
il est important de comprendre que le résultat de cet immense gaspillage d'une part et du silence d'autre part, serait particulièrement préjudiciable aux personnes qui ont un réel besoin de soins médicaux. Cette situation risquerait de leur être très dommageable à brève échéance, par voie de conséquence. Tant que les médecins ne seront pas évalués sur le bienfait de leurs actes et qu'ils n'auront pas à rendre compte à qui que ce soit, la santé restera très aléatoire et les actes du corps médical risqueront d'être toujours remis en doute et perçus comme non dignes de confiance. Autre atteinte. La géoingénierie serait-elle une réalité? Une technologie déguisée en observatoire pour une étude de l'ionosphère? Le dispositif, HARP, installé en Alaska est actuellement testé et pourrait être à l'origine d'événements collatéraux imprévus. Il s'agirait d'une arme militaire, au pouvoir insoupçonné, propageant des ondes à très basse fréquence, mais de très grande puissance, de plusieurs milliards de watts. Des événements naturels, de plus en plus violents se déroulent sur notre planète. Sont-ils si naturels qu'on cherche à nous le faire croire? Des modifications du temps, des tremblements de terre, des raz de marée, tsunamis, pourraient déjà avoir été l'œuvre de ce dispositif. Une guerre climatique pourrait-elle menacer l'humanité? L'utilisation, par les militaires nord-américains, russes et chinois, de ces nouvelles technologies scientifiques, aurait-elle amplifié les désastres naturels, déclenché d'autres désastres, moins naturels? La raison de telles utilisations aurait-elle, volontairement, pour conséquence principale de réduire les populations devenues ingérables? Ce dispositif serait également susceptible d'émettre des ondes mégamétriques capables d'affecter le cerveau des individus. Un chaos, ainsi généralisé, permettrait-il de faire passer les réformes des grands décideurs? La réalisation du nouvel ordre mondial par un contrôle global sur la finance, l'énergie, les matières premières, l'alimentation. D'autres événements humains semblent devoir précipiter l'avènement d'un gouvernement planétaire. Mais ça n'est pas tout. L'implantation, sous-cutanée, d'une puce informatique dans le bras des individus aurait pour mission d'établir un registre d'identification des personnes, permettant un contrôle total de celles-ci. Le prétexte de la santé ayant été avancé dans ce projet, pour un marquage obligatoire. Cependant, il est possible de considérer qu'il s'agirait d'une manœuvre beaucoup plus sournoise et insoupçonnable permettant la mise sous un contrôle total des populations ainsi asservies. Il s'agirait d'une mise sous tutelle globale, aux possibilités illimitées, sans contestation possible, des populations. Il n'y aurait alors plus aucun risque de trouble à l'ordre public. Ce serait la réalisation de peuples dociles, sans revendication. Il s'agit là d'une manipulation globale sur l'humain par les maîtres du monde. Comment comptent-ils opérer? D'abord, par la réalisation d'une stratégie de diversion et en empêchant les peuples d'accéder aux connaissances essentielles de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, de la cybernétique, etc. Puis, par un détournement systématique de leur attention sur des sujets sans intérêt. Ensuite, par la mise en œuvre d'une série de mutations décidées par les élites. Créer des situations afin de déclencher des demandes de résolution de problèmes, permettant d'appliquer les mesures que l'élite souhaite faire appliquer, tout en laissant croire à une organisation de la démocratie, violence urbaine, attentats, crise économique, etc., afin d'obtenir des lois sécuritaires et répressives. Avec, en corollaire, le recul et la suppression des droits sociaux, le démantèlement des services publics, tout ça au détriment des libertés. Pour faire accepter une mesure inacceptable, a priori, il suffit de l'appliquer progressivement, dans le temps. C'est de cette façon que les nouvelles conditions économiques et sociales ont déjà été imposées. Le chômage de masse, la précarité des populations, la flexibilité des emplois, la délocalisation des entreprises, les salaires indécents, tous ces changements ont été réalisés en douceur, dans le temps, par des mesures d'accompagnement, afin d'éviter une révolte. Faire accepter astucieusement des réformes impopulaires en les présentant comme étant applicables dans le futur, en faisant croire qu'elles seront pour les autres générations et donc sans sacrifice immédiat, et que même, si cela s'arrange, ça pourrait être évité.
Ce procédé laisse du temps aux populations de s'habituer tranquillement à de profondes réformes et de les accepter avec résignation. La monnaie européenne en est une triste illustration. La plupart des arguments, comme les slogans publicitaires, ont un discours et un ton très infantilisant. Le message est alors reçu, avec une forte probabilité, de totale absence de sens critique. Des études psychologiques ont démontré la particulière efficacité du processus. L'appel à l'émotionnel est une autre tactique permettant de supprimer toute analyse rationnelle. Il permet, en particulier, d'accéder par le subconscient à des réflexes de peur, de pulsions et de comportements. Il devient alors très important de maintenir les populations dans l'ignorance et l'incapacité de comprendre. C'est aussi de cette façon que les religieux ont toujours agi pour maintenir les peuples sous contrôle. L'instruction et l'éducation dispensées aux classes sociales inférieures doivent être les plus complexes et les plus incompréhensibles possibles, afin de les maintenir en situation de dépendance, sans possibilité d'accéder à des postes sociaux de décision. Une autre méthode est celle d'encourager les peuples à se complaire dans la médiocrité, en les incitant à la vulgarité et à l'inculture. Enfin, la méthode la plus efficace est de faire croire que l'individu est seul responsable de son malheur, à cause de ses incompétences, de ses incapacités, de ses ignorances et de sa fainéantise. De cette manière, les peuples, au lieu de se révolter contre les responsables de leur situation, se culpabilisent et s'établissent en un état dépressif qui les installe en situation d'inhibition à l'action. Les progrès fulgurants des technologies, détenus par les seules élites dirigeantes, leur ont permis d'élaborer une hiérarchie implacable. Les nouvelles connaissances en psychologie appliquée, en biologie et neurobiologie, leur ont permis d'acquérir une parfaite maîtrise des populations et de les asservir physiquement et psychologiquement. La diffusion, en masse, des drogues qui servent aussi le système. Ce système de contrôle détient les pleins pouvoirs sur les peuples, grâce à toutes ces connaissances, totalement ignorées par eux. Cela s'appelle une stratégie de manipulation des masses. La propagande des moyens d'information consiste d'abord en une stratégie de distraction. Elle est l'élément principal du contrôle des populations. Cela consiste à détourner l'attention des citoyens des grands problèmes et des grands changements orchestrés par les élites. Il s'agit tout simplement d'inonder les systèmes d'information, de les orienter par un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Il est important de comprendre les techniques élaborées permettant cette manipulation de la connaissance et qui consistent à truquer la vision des individus. Cela permet de cacher les événements essentiels et la vérité sur les véritables problèmes sociaux. L'homme doit être et rester un robot docile au service des élites dirigeantes. La définition de cette infrastructure des peuples, sous la dénomination de gouvernance mondiale, s'appelle la dictature globale. Elle est aidée par une totale traçabilité électronique des individus. Toutes les données collectées sont stockées et centralisées, par fichier, dans les banques de données. Il rassemble tous les profils individuels, très précisément. Dans le cas d'un échec, toujours possible, il sera fait recours aux exécutions de masse. Cette situation est créée pour le seul profit d'une oligarchie veule et insatiable, se considérant comme seul élu des dieux. Danger. L'organisation de notre société et ses exigences de concurrence individuelle permanente impliquent des réflexes de dopage comportementaux. En temps de guerre, mais pas seulement, les militaires recevaient des rations de tabac et d'alcool. C'était aussi le cas, en France, lorsque le service militaire était une obligation citoyenne. Ces deux produits sont des drogues utilisées volontairement, par la hiérarchie militaire dans un but de dopage caractéristique. Toutes les autres substances, appelées drogues, sont aussi des produits dopants quelles qu'en soient les conséquences. Dans les administrations, les entreprises et bien d'autres lieux, il y a toujours une bonne raison d'arroser un événement. Les résultats euphorisants des drogues en font des substances dopantes. Elles sont à l'origine d'exigences sociales, banalisées, s'adressant à tout le public.
Cependant, les conditions de travail étant devenues particulièrement contraignantes justifient l'utilisation, auprès de toutes les catégories socio-professionnelles, des deux sexes, de substances dopantes permettant de réduire le stress, de réduire la fatigue, d'augmenter la productivité et la performance. Le sport et plus particulièrement celui de compétition résulte d'une culture de l'exploit. Le sportif de compétition est encadré par une organisation sportive qui lui dicte ses responsabilités. Sans doute, les jeunes enfants qui font du sport dans un club n'ont pas conscience de devoir respecter les règles d'un contrat. C'est pourtant bien un contrat qui détermine la marche à suivre d'un sportif. La prise de substances, notamment médicamenteuses, détournées de l'usage normal pour lequel elles ont été élaborées, et dans un but d'amélioration des performances, est une transgression à l'éthique sportive. Il y a là, en quelque sorte, une rupture volontaire du contrat sportif. Les règles d'équité, envers la discipline sportive, d'une part, et envers les autres participants aux épreuves, d'autre part, ne sont plus respectées. Par ailleurs, un code déontologique mondial de lutte contre la prise de substances dopantes précise officiellement les dérives à ne pas commettre. Il y a bien sûr un énoncé des substances interdites, trouvées dans l'organisme d'un sportif, par prélèvements urinaires ou sanguins. Il énonce également des procédés illicites de camouflage volontaire des substances prises, appelés produits masquants, et aussi de tout procédé interdit, sans prise de substances médicamenteuses interdites. Il y a alors des sanctions de prise, en cas d'établissement d'un test positif, ou du refus à se soumettre à un contrôle antidopage. L'usage d'un ou de plusieurs de ces procédés de dopage représente un très gros risque, non évaluable sur le long terme, de détérioration de la santé du sportif, ce qui est contraire à la volonté d'une pratique sportive. Le sport est prévu pour améliorer ou maintenir les conditions physiques du sportif et surtout pas pour les détruire. Quelles sont les catégories de sportifs et quels sont les sports qui prennent le plus de risques à se doper? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout le monde est concerné. Ça va du sport loisir, jusqu'à la recherche de l'exploit le plus prestigieux des professionnels. Mais cela va bien plus loin encore, car des personnes non sportives se dopent aussi, quel que soit le prétexte invoqué. Les produits dopants dits sociaux sont eux aussi interdits par la loi, à part ceux qui sont implicitement autorisés, comme les boissons alcoolisées et les substances inhalées, qu'elles contiennent ou pas des nicotines. Des substances médicamenteuses, prescrites par des médecins puis délivrées par des pharmaciens, telles que celles prévues pour l'amélioration des performances sexuelles, féminines ou masculines, doivent aussi être considérées comme des produits dopants, étant détournés de leurs usages prévus par les laboratoires. Tous dopés, pourquoi? Pour gagner, ou bien, pour ne pas perdre, tous les motifs sont bons. Qu'en sera-t-il des dopages génétiques, actuellement pratiqués sur les cellules musculaires? Des procédés de fractionnement et de remplacement des identités génétiques, dans le codage du génome, seraient déjà envisagés. Certains compléments alimentaires peuvent aussi prêter à confusion. Des autorisations d'usage de produits interdits, pour des soins logiques, sont également des sujets à caution. Les sportifs, même ceux de très haut niveau, peuvent être atteints de maladies, il faut bien qu'ils soient soignés. Sauf que, s'ils sont reconnus malades, ils ne devraient plus avoir le droit à participer à des compétitions, pendant le temps des soins nécessaires. Ils doivent donc être mis en congé de maladie, comme tout malade en a le droit. Quelles sont les conséquences des produits pharmaceutiques? Tous les médicaments dits efficaces présentent des effets secondaires indésirables. Qu'en est-il des conséquences des doses administrées à un compétiteur, qui sont jusqu'à 500 fois supérieures à une prescription, normalement préconisée? Ces cobayes, que sont les sportifs, bénéficient-ils d'un suivi médical? Oui, tant qu'ils sont des sportifs, obtenant des résultats. Il s'agirait alors, plus, d'une assistance au dopage, mais pas du tout sur la recherche des conséquences à long terme. Les médecins du sport de haut niveau sont des alchimistes irresponsables et inconscients. Ils connaissent les risques secondaires des produits qu'ils proposent à leurs sportifs. Il est même possible de les désigner comme des dealers aux pratiques mafieuses.
Une médecine d'amélioration étant mise en exergue et prenant le pas sur une médecine thérapeutique permet de cacher le vrai sujet. De plus, lorsqu'ils ne sont plus dans le circuit de la compétition, les sportifs n'existent plus. Aucun suivi ne permet de déterminer l'exacte nocivité des substances ainsi utilisées et surtout des mélanges, de produits ou de méthodes, aux conséquences dévastatrices. Les dégâts peuvent être physiques, mais aussi psychiques et psychologiques avec des répercussions irréversibles. Si vous rencontrez un ancien sportif, ne lui demandez pas s'il s'est dopé, il vous suffira d'observer son état de santé à son âge. La pratique d'un sport, même de haut niveau, améliore d'une façon radicale les performances physiques et de longévité, s'il n'y a pas eu de dopage. Qui profitent réellement des dopages administrés aux sportifs, ou qu'ils s'administrent eux-mêmes? D'abord les industries pharmaceutiques, qui de plus en plus souvent, créeraient de nouvelles molécules, dans le seul but du dopage des sportifs. Elles en tirent un profit double, puisqu'elles vendent des produits extrêmement onéreux, à des personnes qui leur servent gratuitement de cobayes humains. Elles sont surtout inconséquentes, quant à la reconnaissance des liens entre les pathologies particulières et spécifiques liées aux produits utilisés, quand ce n'est pas une négation totale. Or il s'agit, souvent à long terme, de déficiences de santé extrêmement lourdes et parfaitement répertoriées par les anciens sportifs, mais aussi pour les déséquilibres économiques causés dans les structures des soins, en général. Des études épidémiologiques très bien structurées ont été réalisées, dans ce but, avec d'excellents résultats. Il convient de mettre en garde les responsables sportifs sur les valeurs d'organisation de la société humaine et de ses structures. Ensuite, les organisations des approvisionnements sont mafieuses, par voie de conséquence, puisqu'illégales. Ce sont, généralement, des structures internationales de production, de conditionnement et de reconditionnement. Et, bien sûr, de distribution avec la nécessité, en fin de parcours de filière du blanchiment de l'argent par les sommes colossales récoltées. Il convient aussi d'observer que l'entourage du sportif qui se dope est complice, volontaire ou non, à son insu ou de son plein gré. Il s'agit de la famille, mais surtout des responsables de clubs ou d'équipes, des équipementiers, des organisateurs d'épreuves, des médias d'information ou de diffusion des épreuves ou des comptes rendus et enfin des distributeurs de produits dérivés. Un autre élément est à prendre en considération, c'est celui des paris, et surtout des paris truqués qui sont la clé de voûte de tous les abus, y compris celui du dopage obligé. Il ne s'agit plus là, du simple trucage dans les sports, mais de la mainmise de la criminalité internationale sur tous les sports avec toutes les conséquences que l'on ne peut que déplorer, y compris la corruption des plus hautes instances dans les fédérations nationales et surtout internationales. Existe-t-il des moyens efficaces pour lutter contre le dopage? Les services de police, de gendarmerie et de douane se sont mobilisés pour identifier les réseaux de distribution. Les gouvernements ont plutôt tendance à faire semblant de lutter. Des organismes tentent de se mobiliser, avec d'énormes difficultés, en face des systèmes mafieux très opérationnels et tout particulièrement fonctionnels. La tolérance a longtemps été la règle et elle continue toujours à l'être, pour le plus grand nombre des disciplines sportives dont la question du dopage est très efficacement éludée. Quelques résultats ponctuels ont quand même été obtenus, mais pas dans tous les sports, malgré les pressions exercées de toutes parts. Certaines fédérations sont beaucoup trop puissantes économiquement. Il s'y est instauré une culture du dopage qui neutralise toute tentative d'assainissement. On fait surtout semblant de contrôler, pour faire croire à une honnêteté sportive, dont personne n'est dupe. Lorsqu'un sportif est pris la main dans le sac, c'est souvent un concurrent de niveau inférieur, ou, qui dérangeait. Les plus rusés, si on peut les appeler ainsi, ne sont jamais pris. Sauf s'ils ont la prétention de vouloir se lancer en politique, auquel cas les sanctions sont alors immédiates. Toutes les instances du sport, de haut niveau, sont convaincues de l'inefficacité des contrôles anti-dopage. Mais il y a plus grave, parce que la plus grande majorité des dopés ne se situe pas dans le haut niveau du sport. Le dopage s'effectue surtout, dans une très large proportion de population échappant à tout contrôle, qui utilisent des produits médicamenteux ou autres, particulièrement dangereux.
Pourtant, en raison de notions éthiques, éducatives et surtout de santé des sportifs, il devient impératif de combattre, le mieux possible, ce fléau social qu'est le dopage sportif. L'éthique sportive est bien compromise par la tricherie et la négation d'une pratique prohibée. Cependant, si l'éthique est d'abord le résultat de considérations particulières, d'un instant, d'une géographie ou encore d'une rhétorique, le dopage prend alors une toute autre dimension. L'image du sport est dégradée par son potentiel économique malsain. Le dopage détruit le potentiel biologique. Le dopage prive les sportifs des vraies valeurs du sport et hypothèque très sérieusement leur santé, dans le long terme. La répercussion des informations sur le dopage et sur les dopés, de la part des médias, nationaux et internationaux, est particulièrement arbitraire, selon le sportif et la catégorie des sports répréhensibles. Et par ailleurs aussi, dans le comportement même des commentateurs sportifs qui optimisent les performances et les records. Il est pourtant possible de démontrer pourquoi il est si important de ne pas se doper, au cas par cas. Il n'y a, actuellement, aucun modèle sérieux de prévention et d'éducation des sportifs, à quelque niveau que ce soit. Il n'y a que très peu d'espoir qu'une prise de conscience de ce fléau social soit sérieusement entreprise, prochainement. Le problème du dopage soulève aussi d'autres interrogations. Une personne adulte a-t-elle le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, de choisir, en toute connaissance de cause, de s'exposer à un danger probable, pour un profit déterminé? S'agirait-il d'une forme de suicide? A-t-on le droit de se suicider de cette manière? Ce sont là des systèmes de valeurs de l'humain, très difficiles à déterminer. Une vie longue, sans préférence ni déterminisme, dépourvue de projets et d'ambitions, est-elle préférable à une vie, risquant d'être plus courte, aux ambitions démesurées? À défaut de longévité, la gloire est-elle préférable? La sélection des compétiteurs, pour une épreuve d'un nombre limité, n'est-elle pas la première démarche vers des abus de valeur, à partir de prédispositions intrinsèques? N'en est-il pas de même, pour une sélection d'embauche d'un employé? Est-ce que, pour autant, les valeurs puissent-elles être démontrables, rationnellement? Si, en matière de valeurs, il n'est pas possible de décider, c'est le choix de chacun qui prévaut. Comment peut-on alors compenser les infériorités, quelle que puisse être leur nature? Quelles sont donc ces améliorations artificielles recherchées? Des améliorations morphologiques, de l'endurance, de la puissance musculaire et de la concentration. D'inhiber la douleur à l'effort, par de la perte de graisse au profit des muscles, pour masquer les molécules artificielles. L'inaccessibilité de certains records a démontré leur dangerosité, par les accidents qui l'ont occasionné, pour des sportifs n'ayant pas respecté la logique physiologique. Les risques de toxicologie, à la fin de la carrière, font également partie des dangers répertoriés. Le sport doit être le simple arbitre des inégalités naturelles. Même à partir d'un entraînement intensif et que ce soit le meilleur qui gagne? Où peut-on alors situer le moment de la transgression des valeurs répertoriées, si le sport sert à défendre l'égalité des chances? La liberté d'une personne est pourtant en concurrence avec l'égalité des chances, devant être accordée à chacun et la fraternité envers tous. Il ne faut surtout pas oublier que l'essence du sport de compétition est d'abord la recherche d'une maximisation des performances dans le dépassement de ses propres capacités. La lutte anti-dopage a eu pour première conséquence de professionnaliser les tricheurs. Or, les industries pharmaceutiques multinationales ont toujours une vingtaine de substances d'avance, indécelables par les contrôles, pour plusieurs années. Des pratiques de stratégie commerciale, parfaitement élaborées, pour doper les ventes, sont mises en œuvre auprès de leurs commerciaux avec des systèmes de primes. C'est en parfaite connaissance de cause qu'ils œuvrent dans tous les réseaux sportifs, y compris auprès de leurs médecins, afin d'améliorer les ventes. Une politique du silence règne en maître, dans tous les secteurs des sportifs amateurs. Les produits pharmaceutiques dopants, à usage humain ou vétérinaire, sont devenus très facilement accessibles, par de multiples filières. Des campagnes d'incitation y sont organisées avec des prévisions de gros profits directs ou indirects.
Ce sont les clubs d'amateurs qui approvisionnent, en concurrent, les équipes professionnelles internationales. D'autre part, les grandes firmes médicamenteuses s'attaquent, maintenant, aux enfants des clubs sportifs, pour accroître leurs bénéfices. Il apparaît alors totalement illusoire que l'éradication du dopage puisse exister prochainement. Cependant, hors de tout dopage, la dangerosité du sport, par accident, n'est plus à démontrer, quel que puisse être le niveau de sa praticabilité. A contrario, il ressort d'études très pointues et qui ont beaucoup surpris qu'une espérance de longévité de vie est très largement supérieure à la moyenne des autres individus, pour ce qui concerne tous les sportifs ayant pratiqué d'une manière particulièrement intense et surtout les sportifs de haut niveau. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La